vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été subventionnée par le Fonds de recherche du Québec en santé. C'était une étude pour évaluer l'implantation puis l'efficacité d'une intervention qui avait été mise au point pour améliorer le soutien des proches de personnes atteintes de cancer. Alors, je vous présente ici l'équipe de recherche qui était constituée de médecins, il y a Lise Tremblay qui est pneumologue, Sébastien Simard qui est psychologue, Serge Dumont qui est en service social, Jean-François Desbiens qui est à la faculté de sciences infirmières, Mama Joyce Dogba, qui est chercheur en collaboration interprofessionnelle au département de médecine familiale, médecine d'urgence, puis Pierre Gagnon, que vous connaissez, là, qui est le directeur de l'équipe Hermos et du réseau. Il y avait Lucie Vézina qui coordonnait toute l'étude, Brigitte Fortin qui a travaillé comme infirmière d'oncologie pour les aidants, et Sandy Lavoie et Anne-Marie Veillette qui ont travaillé dans la partie qualitative. Alors, pourquoi on a fait cette étude-là? C'est que ça faisait quelques projets qu'on faisait auprès de patients atteints de cancer du poumon à l'IECPQ et on recrutait souvent les aidants, puis on se rendait compte quand on faisait des collectes de données auprès des proches et des patients eux-mêmes que la détresse des aidants était toujours plus élevée que celle des patients, malgré le fait que le cancer du poumon est un cancer qui est très agressif, avec un pronostic souvent qui est pas très bon. En moyenne, 15% de survie à 5 ans. Alors, et ça, c'était déjà décrit dans la littérature que les aidants ont souvent plus de détresse que les patients eux-mêmes. Et on sait que les aidants ont un rôle très important à jouer dans la prise en charge, dans le fond, là, dans les soins là, des patients. Ils gèrent souvent les besoins des gens. C'est souvent eux qui sont la pierre angulaire pour le maintien à domicile. Et ils ont, en plus de gérer les besoins des patients, à gérer leurs propres besoins, leurs émotions, ce qui fait en sorte qu'ils deviennent souvent des patients cachés, c'est-à-dire qu'eux, ils consultent pas pour eux, ils accompagnent les patients, leurs proches malades, mais ils ont souvent on pourrait souvent les considérer comme des patients eux-mêmes et ils sont pas toujours bien préparés à jouer leur rôle d'aidant. On sait qu'il existe un programme de dépistage systématique de la détresse dans les centres d'oncologie, mais ce programme s'adresse uniquement aux patients. On ne questionne pas vraiment les aidants et il n'y a pas d'initiative qui vise spécifiquement les aidants. Alors nous, on a décidé de s'intéresser à ça. On a fait un premier projet pilote pour voir un peu, on a développé une intervention, puis on a vérifié auprès des proches et auprès des médecins de famille si ça tenait la route. Alors, je vous décris un peu l'intervention. C'était d'utiliser l'outil de dépistage de la détresse qui s'adresse aux patients et de l'adapter au contexte des proches et donc faire un dépistage systématique de la détresse des proches, puis évaluer leurs besoins. On le faisait aux 2 mois. On avait aussi une infirmière d'oncologie. En fait, c'est comme une infirmière pivot, mais qui était spécifique pour l'aidant. C'était en plus de l'infirmière pivot que les patients ont. En fait, pour les fins de la recherche, c'était pour éviter évidemment que le groupe témoin soit trop contaminé. Alors, c'était une infirmière supplémentaire qui rencontrait les aidants. Elle les rencontrait de façon systématique au début de l'étude, après le premier dépistage.
Elle vérifiait le résultat du dépistage, les besoins qu'ils avaient cochés. Elle leur offrait du soutien, elle répondait à leurs questions. Pour les dépistages subséquents, elle les rencontrait s'ils avaient un niveau de détresse plus élevé. C'était pas systématique et les aidants pouvaient toujours la contacter au besoin. Le troisième volet de l'intervention était de mettre en lien l'infirmière d'oncologie avec le médecin de famille de l'aidant si l'aidant avait une détresse élevée. Alors, elle faxait le résultat du dépistage, des besoins qui avaient été listés pour encourager, dans le fond, l'aidant. Elle disait à l'aidant, elle l'encourageait à prendre rendez-vous avec son médecin de famille et le médecin de famille était au courant là, des résultats. Puis, le médecin de famille avait aussi les coordonnées de l'infirmière s'il avait besoin de communiquer avec elle ou quoi que ce soit. Alors, notre étude, donc, visait à implanter cette intervention qui avait été prévalidée là, auprès d'aidants qui trouvaient ça intéressant et tout. Alors, puis les médecins de famille aussi, on avait fait un groupe de discussion avec des médecins de famille pour voir s'ils trouvaient ça pertinent et tous trouvaient ça intéressant parce qu'ils disaient que souvent, ils n'étaient même pas au courant que leurs patients était dans un rôle d'accompagnement d'un proche atteint d'un cancer du poumon et qui trouvait ça pertinent d'en être mis au courant. Alors, donc, l'étude visait à implanter cette intervention-là puis évaluer son efficacité face au soutien des aidants. Alors, on avait utilisé un devis mixte pour la partie évaluation proprement dite. On a opté pour un essai randomisé qui durait 9 mois, puis la collecte de données se faisait aux 3 mois. Évidemment, quand le proche malade décédait, l'étude prenait fin parce que c'était plus difficile là, de continuer par après, là, je veux dire, ça n'allait plus dans le sens, là, c'était un autre type de soutien qui était nécessaire. On avait aussi un volet qualitatif pour aller voir un peu l'expérience d'accompagnement des aidants, puis de voir quelles étaient leurs perceptions face à l'intervention. Alors, la partie qualitative s'adressait uniquement au groupe expérimental parce qu'évidemment, les gens du groupe témoin n'avaient pas été exposés à l'intervention. On a fait 10 entrevues individuelles d'aidants du groupe expérimental. Comme vous voyez, c'était 7 femmes, 3 hommes. L'âge moyen des aidants était de 51 ans et une majorité accompagnait leur proche qui était un conjoint, alors qu'il y en a 4 qui accompagnaient un parent, soit un père, mère ou un frère ou une sœur. On a aussi rencontré l'infirmière d'oncologie qui a donné le soutien aux aidants pour avoir son point de vue. Alors, pour la partie quantitative, donc l'essai randomisé, les aidants principaux, ils étaient identifiés à partir des patients. C'était des patients suivis à l'IUCPQ parce que, comme vous le savez, c'est un centre d'oncologie qui voit plus de 700 cas de nouveaux patients par année atteints de cancer du poumon. Et c'était des cancers du poumon non opérables parce que ceux qui sont opérés n'ont pas la même trajectoire, c'est pas la même infirmière pivot, mais de toute façon, c'est seulement 15% de l'ensemble des patients atteints de cancer du poumon qui sont opérables. Alors, ça regroupe pas mal la clientèle, là, c'est le plus gros de la clientèle.
On disait idéalement avec un médecin de famille parce qu'on voulait qu'il puisse utiliser là, le troisième volet, le transfert d'informations au médecin de famille, mais c'est devenu idéalement parce que on voulait, le recrutement est toujours un enjeu important dans les études faites en oncologie et on a accepté qu'il y ait des gens qui n'aient pas de médecin de famille, mais vous allez voir, la majorité en avait un quand même, là, c'est quand même un sous-groupe. Alors, les gens qui n'avaient pas de médecin de famille, évidemment, ils étaient exposés aux deux premiers aspects de l'intervention, mais pas à celui du transfert des informations au médecin de famille. On recrutait quand même les patients eux-mêmes parce que on voulait avoir des données chez les patients, mais je vous présenterai pas vraiment les données pour des fins de temps là, parce que ce serait trop long auprès des patients eux-mêmes. Là, mais on prenait les informations parce que évidemment les proches sont fortement influencés par l'état de leur les aidants sont influencés par l'état du patient là, qui est malade. Là. Alors, il y avait au maximum 4 collectes de données, donc une au départ et 3 autres, là, parce que l'étude durait 9 mois, donc à chaque 3 mois par la suite. Et notre mesure principale d'efficacité était la détresse psychologique, mais on a utilisé 2 instruments. On a utilisé le HADS et aussi l'indice de détresse psychologique qui avait été utilisé dans l'enquête Santé Québec. On a mesuré aussi d'autres variables comme le fardeau perçu par les proches, leur qualité de vie. On a mesuré leurs besoins. On a trouvé un instrument qui mesurait le niveau de préparation au rôle d'aidant et cet instrument-là avait été validé, alors on l'a utilisé aussi. Puis, on a utilisé l'instrument de la peur de la récidive, là, qui était plus pour, parce que, bon, entre autres, Sébastien Simard était intéressé, là, étant donné qu'on avait une cohorte, c'était un peu indirect par rapport à l'efficacité de l'intervention, mais on a quand même mesuré ces informations-là. Chez les patients, on avait des mesures à la même fréquence aux 3 mois. Alors, évidemment qu'on a pris en considération leurs données médicales. On a vérifié leur niveau d'autonomie fonctionnelle à partir de l'ECOG, qui est bien connu. Et on a mesuré la détresse avec les mêmes instruments que chez les aidants. On a mesuré leur qualité de vie, mais évidemment, c'est pas le même instrument que pour les aidants parce que pour les aidants, on a pris un instrument qui avait été validé spécifiquement pour les aidants. Et la peur de la récidive, l'instrument a été, et s'apparente bien, mais il y a une version patient et une version aidant. Alors, on visait idéalement 120 aidants pour l'étude. On a réussi à en recruter 109, ce qui est quand même pas si mal. Et on a quand même un bon taux là, de participation parce qu'on en a sollicité 155 et de ce nombre, il y en a quand même 70% qui ont accepté. La randomisation s'est faite à partir d'une liste aléatoire qui a été générée là, par ordinateur et on voit que la randomisation s'est quand même bien faite, ça s'est réparti assez bien, donc 54 dans le groupe expérimental, 55 dans le groupe témoin. Évidemment, avec ce type de cancer, il y a souvent des décès rapides. Alors, ça se répartit pas mal également entre les 2 groupes. Comme vous voyez, il y en a quand même près du tiers qui sont décédés avant la fin de l'étude. Très peu quand même qui ont abandonné, donc seulement en moyenne là, 6%. Et donc, c'est un peu plus de 60% pour qui on a des données on a des données pour 4 temps d'enquête. Je vous présente les caractéristiques des aidants de façon globale parce que
d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il n'y avait aucune différence dans les caractéristiques entre le groupe expérimental et le groupe témoin. Alors, vous voyez comment ça se répartit. Il y avait presque les 3/4 des aidants qui étaient des femmes. Majoritairement, c'était des conjointes. Alors, il y en avait un grand nombre, les 2/3 qui ne travaillaient pas. Et la majorité, comme c'était des conjointes, elles cohabitaient avec le patient. Pour les gens qui ne cohabitaient pas, ils passaient en moyenne 18 heures par semaine avec le proche malade. L'âge moyen, vous le voyez, c'est autour de 61 ans. On voit la scolarité et le soutien social était quand même assez bon. On voit que les femmes recevaient un peu plus de soutien des amis là, que les aidants hommes et les gens les aidants plus âgés recevaient plus de soutien de la famille que les aidants plus jeunes. Ici encore, il n'y avait aucune différence entre le groupe expérimental et le groupe témoin. On voit que dans tous les cas, les aidants accompagnaient leurs proches malades, ils entraient dans le bureau. On voit que presque 93% des aidants avaient un médecin de famille. Et la majorité l'avait vu au moins une fois dans la dernière année. Et il y en a quand même peu qui sont allés voir leur médecin spécifiquement en lien avec les difficultés qu'ils rencontraient dans leur rôle d'aidant. C'est seulement 21%. Et par contre, ils avaient rencontré l'infirmière pivot du patient, c'est-à-dire parce que vous savez que l'infirmière pivot, les patients, comme l'aidant était présent, alors souvent, les patients rencontraient l'infirmière pivot avec l'aidant. Et il faut savoir que l'infirmière pivot, elle peut aussi donner du soutien aux proches qui accompagnent, mais ça se fait pas de façon systématique. Et souvent, ce que les infirmières pivot régulières là, nous disaient, c'est qu'elles interviennent là, vraiment quand l'aidant va manifester un besoin ou quand elles sentent là, que vraiment ça déborde, là, mais c'est vraiment dans des cas, je dirais, c'est pas si fréquent que ça. C'est pour ça qu'on voulait faire une intervention plus spécifique pour les aidants. Alors, comment l'intervention a été appliquée? On voit que c'est pas tous les aidants qui ont complété le dépistage là, aux différents temps d'enquête, mais c'était quand même la majorité. Là. Évidemment, au début, tout le monde l'a complété, mais dans les autres mesures, parce qu'il répétait le dépistage aux 2 mois, alors on voit qu'on en a perdu un peu. Au début, comme je vous disais, dans l'intervention, c'était prévu que l'infirmière spécifique là, pour eux, si je peux dire, rencontre tout le monde au début, puis par la suite, aux autres temps d'enquête, elle rencontrait seulement ceux qui avaient un niveau de détresse élevé ou ceux qui manifestaient le désir de la rencontrer. Là. Alors, il y avait quand même près de la moitié des aidants au début qui avaient un niveau de détresse élevé et un peu comme l'outil de dépistage qui est utilisé pour les patients, là, en plus du thermomètre de détresse, il y a différentes catégories de besoins qui sont à cocher. Alors, il y a eu quand même en moyenne 7 problèmes cochés parmi la liste. C'est des problèmes d'ordre pratique, social ou familial, des problèmes d'ordre physique au niveau on regardait un peu aussi des habitudes de vie, des problèmes d'ordre émotionnel, spirituel ou des problèmes informationnels. Puis, il y avait toujours une question, est-ce que vous souhaitez
de l'aide, avoir de l'aide, et il y en a quand même le tiers qui disait avoir besoin d'aide. Parmi les problèmes qui étaient cochés le plus souvent, c'était des problèmes d'ordre émotionnel et physique. Alors, dans les problèmes émotionnels, c'était les peurs, les inquiétudes, la tristesse et les difficultés là, à s'adapter à la maladie du proche. Et parmi les problèmes d'ordre physique, c'était beaucoup la fatigue et l'insomnie. Quand on regarde par rapport au volet de transmission des informations aux médecins de famille, on voit qu'au premier temps d'enquête, il y a eu quand même un bon pourcentage pour lequel l'information n'a pas été transmise. Bon, au début, on a eu à s'ajuster parce que l'infirmière d'oncologie, quand elle demandait toujours aux patients, à l'aidant s'il était d'accord pour que l'information soit transmise aux médecins de famille, et sans vraiment insister, là, et dans bien des cas, les patients, c'est-à-dire les aidants, là, disaient qu'ils ne voyaient pas la nécessité. Il y a il y en a qui disaient, ben c'est parce que de toute façon, je le vois, mon médecin de famille, fait que je lui en parle régulièrement, ça sert à rien qu'il soit au courant de ce dépistage-là en particulier. Mais il y en a d'autres qui disaient, ben j'ai pas vraiment une bonne relation avec mon médecin de famille, je pense pas qu'il va m'aider, puis je vois pas vraiment la nécessité, là. Ça c'est quand même, puis là, ben on a rencontré aussi l'infirmière, puis il y a eu un petit ajustement parce que au début, il y a eu comme une confusion dans le sens que on transférait les informations à partir de 5 à l'échelle de détresse, et ensuite on s'est plus ravisé pour le transmettre à partir de 4 parce qu'on a fait des analyses, puis on s'est rendu compte que quand on comparait avec les scores du ADS et tout ça, qu'un score de 4 avait, quand on mettait là en termes de sensibilité puis de spécificité, là, on a fait des courbes ROC et on s'est rendu compte que la valeur de 4 était la meilleure. Puis quand on mettait ensemble la sensibilité, quand on mettait ça avec les problèmes cochés, le nombre de problèmes cochés, c'était ce qui était le plus valide, là. Alors, c'est ce qui peut aussi avoir contribué à faire baisser le premier niveau. Mais on voit que dans quand même 80% et plus des cas, l'intervention était effectuée comme prévu. Pour ce qui est des interventions, là, on voit qu'il n'y a pas toujours eu énormément d'interventions. Là, à T2, seulement la moitié des patients là, qui ont pour lequel l'infirmière a eu à intervenir, puis au temps 5, seulement 40%. Alors, on voit que l'intervention, malgré la bonne volonté, la présence de l'infirmière, on voit que les patients l'ont pas utilisé tant que ça, l'intervention. Quand il y avait des problèmes émotionnels ou de l'anxiété importante, c'est arrivé que l'infirmière réfère, mais à ce moment-là, c'était plus souvent aux psycho-oncologues qu'elle référait. C'était vraiment les cas plus marqués. Pour des problèmes d'ordre physique, elle référait aux médecins de famille. Et on a vu précédemment que la plupart l'avaient vu, là, leur médecin, quand on référait. L'infirmière s'est beaucoup impliquée aussi pour soutenir les patients parce que souvent, je dis toujours les patients, mais c'est les aidants, parce que souvent, le fait de parler avec l'infirmière, ça faisait vraiment baisser la vapeur et les aidants disaient je pense pas que ce soit nécessaire de référer à quelqu'un d'autre là, comme tel. Alors, si on va maintenant au niveau des résultats,
je vous dis d'avance, ce sont des résultats qui montrent pas d'effet, en fait, de notre intervention. Si on regarde au niveau de l'évolution de l'indice de détresse psychologique de l'enquête Santé Québec, on voit que si on regarde ici, il n'y a pas vraiment de différence entre les groupes. Il y a un effet du temps parce que l'indice de détresse baisse dans le temps, mais l'interaction, en fait, si l'intervention avait montré une efficacité, on aurait eu une interaction groupe-temps qui serait significative, puis on voit ici qu'on n'a pas d'effet. Si on regarde, par contre, quand on regarde par rapport à la population générale, parce qu'on sait qu'on a des données là, à partir de l'enquête Santé Québec, là, qui est de l'indice de détresse psychologique de la population générale. On avait ici un seuil de 19 %. On voit que à tous les temps d'enquête, la détresse est plus élevée que dans la population générale là, pour les aidants. Mais on voit même qu'on voit aussi la baisse, comme on a vu tout à l'heure sur la courbe, mais on voit que le groupe expérimental a même un niveau de détresse plus élevé que le groupe témoin. Si on regarde avec le HADS, on prend ici le score global de détresse. On voit que bon, la différence entre les deux n'est pas significative, comme on voit ici, entre le groupe expérimental et témoin. Mais on voit aussi qu'il y a une baisse dans les deux groupes de la détresse. On voit que l'effet du temps est significatif. Puis là encore, on ne peut pas vraiment identifier, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Si on regarde maintenant les sous-échelles du HADS, là qu'on prend juste l'anxiété, alors on trouve les mêmes résultats. Il y a un effet du temps, ça diminue toujours avec le temps, comme s'il y avait une adaptation des aidants là, à la situation. Donc, l'anxiété, la détresse diminuent avec le temps, mais pas d'effet de l'intervention. Et la même chose pour les troubles dépressifs. On n'a pas vraiment de différence. Si on regarde la qualité de vie, c'est très superposable, le groupe expérimental et le groupe témoin. Je veux quand même vous faire remarquer que la qualité de vie avec l'instrument qu'on avait, là, le City of Hope Quality of Life Scale Family Version, on voit que quand la qualité de vie est bonne, le score est bas, alors que quand la qualité de vie se détériore, le score augmente. Et vous voyez qu'on a un score de 3 sur 10, donc la qualité de vie était quand même relativement bonne et elle s'améliore légèrement là, avec le temps. Puis il n'y a pas là encore de différence d'un groupe à l'autre. Là où on a trouvé une différence, c'est par rapport à l'instrument qui mesure le niveau de préparation des aidants. Mais là aussi, il faut avoir un bémol. On a une différence, en fait, on atteint une valeur P de 0,05, mais l'interaction groupe-temps est non significative. C'est sûr qu'on a des petits échantillons et fort probablement qu'on manquait de puissance parce qu'on a perdu des gens en cours de route. Mais c'est quand même une tendance à indiquer qu'au moins l'intervention semble avoir amélioré le niveau de préparation des aidants à leur rôle. Pour ce qui est de la perception de fardeau, on n'a pas non plus de différence entre le groupe expérimental et le groupe témoin, mais je vous ferai remarquer que le fardeau n'était pas très élevé non plus et il diminue avec le temps, ce qui est un peu surprenant parce que dans le temps, les gens, les patients, leur maladie évolue, mais on voit que le fardeau ne semble pas un problème et il n'y a pas d'effet. Pour la peur de récidive,
On a aussi pas de différence entre les deux groupes. Si on regarde, on voit que en fait, là, je vous donne quelques données supplémentaires par rapport à la détresse. Les aidants plus jeunes avaient plus de détresse que les aînés. C'est des choses qui sont déjà connues là, mais dans la littérature, mais on l'a retrouvé aussi. Et les aînés ont une meilleure qualité de vie là, que les plus jeunes. Ils perçoivent, les plus jeunes perçoivent un fardeau plus grand que les aînés. Et le fardeau était associé avec la perte d'autonomie, mais ce qui est assez normal, là, dans le sens que plus le proche malade avait une perte d'autonomie fonctionnelle, un ECOG qui montrait une détérioration, plus ça amenait un fardeau chez le proche. La part de récidive, elle était plus élevée quand le proche malade était en phase plus avancée de sa maladie, ce qui est assez évident aussi, là, ce qui est compréhensible. Si on regarde maintenant les besoins des aidants, là, parce qu'on les a mesurés à chaque temps d'enquête, il y avait 4 catégories de besoins. Les besoins d'information émotionnelle, les besoins d'aide plus pratiques et les besoins spirituels. Alors, c'était les besoins d'information puis les besoins émotionnels qui ressortaient le plus, mais il n'y avait pas vraiment de différence entre les deux groupes, même que au début de l'étude, les patients du groupe expérimental manifestaient plus de besoins d'information, mais il y a cette différence-là, en fait, leurs besoins ont diminué puis ils sont revenus au même niveau que les besoins des aidants du groupe témoin. Les facteurs qui influençaient l'importance des besoins, alors ça va aussi dans le même sens de ce qu'on disait précédemment. Les plus jeunes avaient plus de besoins, et en particulier les besoins d'information. Alors, les scores allaient le maximum, c'était 4, donc les besoins plus importants avaient un score plus haut. Alors, selon les temps d'enquête, les scores variaient pour les plus jeunes, là, les moins de 65 ans, les scores variaient entre 2,8 et 2,9, alors que pour les gens plus âgés, c'était entre 1,6 et 2,1. Alors, c'était toujours statistiquement significatif, la différence. Et la phase de la maladie, mais ça, c'est assez évident, les besoins d'information étaient plus marqués à toutes les phases, sauf à celle de la phase de stabilité, là, où les gens étaient... On parle pas de rémission avec le cancer du poumon parce que il y a toujours la possibilité d'une récidive. Alors, mais en phase où ça semblait être stable, les scores étaient assez bas, mais ça s'élevait. En phase diagnostique, c'est sûr, c'est le début. Il y a plus de besoins d'information. Puis les autres phases pendant la phase de traitement. Et la phase de traitement, elle peut s'allonger parce qu'il peut y avoir plusieurs traitements successifs quand un ne fonctionne pas, de changer de traitement. Puis, à la phase de progression, évidemment. Alors, nous avons utilisé l'instrument de Hillman pour évaluer les besoins. Alors, on mesurait l'importance des besoins, mais on mesurait aussi leur niveau de satisfaction. Et il y avait une façon de tenir compte à la fois des deux pour un peu définir les besoins non comblés. Donc, on comprend qu'un besoin qui est important, mais qui est peu satisfait, va avoir un score plus élevé là, de besoins non comblés. Alors, les besoins qui étaient non comblés, là, c'était beaucoup des besoins d'information, des informations par rapport à l'évolution de la maladie, par rapport aux besoins psychologiques du malade et par rapport aux stratégies pour rassurer le malade et assurer son confort. Si on regarde maintenant la comparaison des besoins entre les deux groupes, expérimental et témoin,
Bon, comme je vous disais, les besoins d'information face à l'évolution de la maladie. Alors, on voit ici que, comme je vous l'avais dit précédemment, que dans le groupe expérimental, il y avait plus de besoins non comblés au début, mais par après, ça continue ça baisse et ça baisse dans les deux groupes. La différence n'est plus significative à la fin de l'étude entre le groupe expérimental et témoin, parce qu'on voit ici qu'il n'y a pas vraiment de différence, mais il n'y a pas d'effet de l'intervention sur les besoins non comblés face à l'évolution, les besoins d'information face à l'évolution de la maladie. Si on regarde maintenant les besoins d'information face aux besoins psychologiques, il n'y avait pas vraiment de différence au début. À la fin, on en trouve une, là, même que le groupe expérimental avait les besoins non comblés étaient plus importants. Mais si on regarde globalement, là, il n'y a pas d'impact. On ne peut pas considérer qu'au total, il y a une différence. Le temps fait en sorte que le temps est toujours significatif. Il y a toujours un effet d'adaptation avec le temps. Puis, c'est un peu la même chose qu'on retrouve par rapport aux besoins d'information sur les façons de rassurer le malade. Alors, ici, on n'a pas d'effet vraiment du temps. La différence n'est pas très marquée, mais il n'y a pas d'effet, on ne peut rien dire pour l'effet de l'intervention. Alors donc, on peut dire que on n'a pas pu démontrer d'efficacité de l'intervention sur la détresse, qui était notre mesure principale. Le seul élément qui semblait avoir été amélioré, c'était le niveau de préparation des aidants à jouer leur rôle. Avec le volet qualitatif maintenant, bon, les gens se sont exprimés sur leur expérience. C'est sûr que ce qui ressortait beaucoup, c'était le côté éprouvant là, de leur expérience d'accompagnement. C'était éprouvant tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Alors, évidemment, c'est le sommeil qui était le problème principal et le fait que par ce rôle d'aidant, ben, ça amenait des tâches supplémentaires pour s'occuper de leurs proches malades et ils étaient continuellement préoccupés et quand évidemment la maladie évoluait, bien évidemment ça amenait de la tristesse surajoutée là, comme telle. Les aidants nous ont dit que ils ont trouvé très bénéfique de pouvoir se confier à la famille, d'avoir du soutien. Vous vous souvenez, au début, je disais que les aidants avaient pas mal de soutien leur réseau de soutien était quand même bon. Et donc, ça permettait de partager un peu le poids. C'est ce qui ressortait des entrevues avec les aidants. Et ils ont reconnu aussi que l'équipe soignante, en plus de l'infirmière de l'étude, que l'équipe leur donnait beaucoup de soutien là, pendant la trajectoire de soins. Maintenant, leur perception par rapport à l'intervention, alors pour ce qui est de la présence d'une infirmière qui pouvait contacter, qui pouvait rencontrer, indépendamment de... Puis ce qui était intéressant, c'est qu'ils pouvaient la voir sans la présence de leurs proches malades. Alors, de façon unanime, ils ont trouvé cet aspect de l'intervention utile et pertinent. Ça leur permettait de parler à quelqu'un d'autre que les gens de la famille, parce que la famille reste impliquée émotivement et là, ben, c'est quelqu'un qui est en dehors. Ils trouvaient ça utile d'avoir une personne à qui ils pouvaient se confier, exprimer leurs émotions.
Certains ont dit aussi que ça avait facilité la référence aux psycho-oncologues, que ça avait favorisé le lien avec leur médecin de famille ils se sentaient appuyés dans leur accompagnement. Ce qui ressortait beaucoup de l'ensemble des aidants, c'est qu'ils voyaient la présence de l'infirmière comme un filet de sécurité. Alors, le fait qu'elle soit là, ça les rassurait. Puis, dans bien des cas, même s'ils ne faisaient pas appel à elle, le fait de savoir qu'ils pouvaient communiquer avec elle, c'était suffisant pour les rassurer. Et donc, c'est très important l'effet de filet de sécurité, là, parce que c'est ce qui est beaucoup ressorti. Par rapport au dépistage qu'ils avaient à compléter aux 2 mois, ils ont trouvé ça utile parce qu'ils disaient souvent, on met de côté nos émotions, puis là, ben, ça nous oblige à l'indiquer là, sur papier, puis des fois, on n'est pas capable d'en parler, mais ça ouvre la porte là, comme tel. Là. Le délai de 2 mois leur apparaissait satisfaisant. D'ailleurs, on l'avait prétesté là, lors de l'étude pilote et 2 mois étaient ressortis comme satisfaisant. Mais il y en a qui disaient, ouais, mais des fois, je les remplis avant d'avoir une mauvaise nouvelle ou, tu sais, c'était pas une période où, dans le fond, qui était très représentative de ma détresse parce que c'était systématique. Si on l'avait fait à des moments charnières, peut-être que j'aurais répondu différemment. Et ça arrivait qu'ils le complétaient par téléphone. Ils avaient la feuille devant eux, mais ils n'aimaient pas compléter ça par téléphone. Ils disaient que c'était vraiment mieux de le compléter sur place. Ça arrivait qu'ils partaient avant de l'avoir complété, puis qu'ils le complétaient par après. Pour l'aspect de transfert au médecin de famille, ils étaient quand même favorables à ça parce qu'ils disaient, oui, le fait que le médecin de famille sache que je suis dans un rôle d'accompagnement d'un de mes proches qui est malade, ben ça peut aider à faire le lien avec mes problèmes de santé, tout ça. Mais il y en a qui disaient, mais tu sais, c'est difficile pour le médecin de famille, je suis pas certain ou certaine que le médecin peut vraiment m'aider parce que c'est pas facile de toute façon de prendre rendez-vous avec une pratique chargée. Je suis pas certaine que c'est vraiment le rôle du médecin. Alors, pour ce qui est de maintenant du point de vue de l'infirmière qui a administré l'intervention, elle trouvait son rôle utile parce qu'ils étaient, les aidants étaient libres de parler, puis souvent ils posaient des questions qu'ils n'auraient pas posées en présence du proche malade. Et elle se rendait compte que le fait de parler à l'aidant permettait souvent de faire baisser la vapeur et qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin, de référer à d'autres professionnels. Donc, c'était suffisant dans bien des cas. Par contre, elle remarquait qu'elle n'était pas très utilisée par les aidants. En dehors des cas où les aidants avaient un niveau de détresse élevé, puis que là, elle allait les voir de façon plus systématique et tout. Il y a peu d'aidants qui ont fait appel à elle spontanément. Par contre, ce qui arrivait, comme elle était présente dans la salle d'oncologie, quand elle voyait des aidants qu'elle connaissait là, de par l'étude, elle allait juste s'informer comment ça allait et tout. Puis souvent, quand l'aidant lui paraissait pas très en forme, elle disait, ben venez donc, on va se parler un peu. Fait que c'est souvent elle qui sollicitait, dans le fond, des rencontres. Les aidants, même s'ils savaient qu'ils pouvaient communiquer avec elle, le faisaient pas, là. Et les médecins de famille, même s'ils avaient les coordonnées de l'infirmière, elle n'a eu aucun appel des médecins de famille. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que même d'une période à l'autre, il y a des aidants qui oubliaient qu'ils pouvaient la contacter. Ça fait que là, ça fait poser des questions jusqu'à quel point c'est essentiel d'avoir une infirmière spécifiquement pour les aidants, là.
Elle aussi, elle remarquait là, son rôle de filet de sécurité, puis souvent le fait de savoir qu'elle était là, ben les aidants pouvaient lui disaient, ben je n'ai pas besoin de vous appeler, mais je suis content ou contente que vous soyez là si j'ai besoin de vous. Par rapport au dépistage, elle ressortait aussi que ce serait l'idéal de le maintenir dans des périodes charnières. C'est sûr que pour les fins de l'étude, il fallait que ce soit plus systématique, là, mais si c'était à garder dans la pratique régulière, ce serait mieux de le faire lors de moments charnières de la trajectoire. Puis elle aussi était bien d'accord que c'était important de le compléter sur place. Puis ça permet de pouvoir réagir rapidement là, après que l'aidant a complété le dépistage. Pour le transfert au médecin de famille, c'était problématique, là. Bon, évidemment, ceux qui n'avaient pas de médecin de famille, on ne pouvait pas faire de transfert. Et comme j'avais dit précédemment, il y a des aidants qui refusaient la communication avec leur médecin de famille, soit parce qu'ils le voyaient, ils refusaient qu'elle envoie l'information, là, soit parce qu'ils avaient une mauvaise relation ou parce qu'ils le consultaient déjà, puis ils disaient, ben, j'en discute déjà, c'est pas nécessaire de lui envoyer la fiche comme telle, là. Alors, si on essaie de conclure maintenant par rapport à cette intervention-là, bon, de façon qualitative, elle est bien perçue par les aidants, mais on peut dire qu'elle est très peu utilisée, là. Alors, ça rendait évidemment notre évaluation plus difficile. L'évaluation quantitative, c'était plus difficile de la trouver de trouver une différence entre les deux groupes puisque l'intervention a été peu utilisée. Ça fait partie de ce qu'on lit dans la littérature que les aidants ont tendance à s'oublier, donnent priorité à leurs proches malades. Et l'autre élément qui ressortait, l'effet filet de sécurité, fait en sorte que, bon, c'était utile qu'elle soit là, puis souvent mais souvent les aidants le fait qu'elle soit là, ça les rassurait, puis il y avait pas besoin d'aller plus loin, là. Il faut savoir aussi que l'équipe soignante puis l'infirmière pivot du patient fournissent déjà du soutien aux aidants. Ils ne le font pas de façon systématique, mais ils sont là quand même au besoin. Alors, ça vient atténuer un peu le besoin, en tout cas, d'une intervention spécifique. Puis, il y a eu quand même peu de références aux médecins de famille. Il y en a la moitié qui avait une détresse significative au début, mais la proportion a baissé de façon significative avec le temps. Puis, il y a des aidants qui ne voulaient pas que la référence soit faite là, comme telle, là. Alors donc, on peut dire que notre intervention, on n'a pas pu démontrer d'efficacité, mais comme je l'ai mentionné au fur et à mesure de la présentation, il y a quand même plusieurs facteurs qui ont contribué au fait qu'on ne trouve pas d'efficacité. Hormis le fait que l'intervention n'a pas été beaucoup utilisée, il faut bien reconnaître qu'on avait une petite taille d'échantillon, mais c'était une étude qui était financée sur une période de 2 ans seulement. Déjà, on avait un suivi de 9 mois. On ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas recruter plus de gens. Il aurait fallu qu'on soit dans plusieurs milieux pour avoir une plus grande taille d'échantillon. Puis, il y en a quand même le tiers qui n'ont pas pu compléter l'étude parce que leur proche est décédé avant. Alors, on n'a pas eu un suivi complet pour le tiers de ces patients-là, ce qui réduit encore plus la taille. Le dépistage, le fait qu'il soit fait de façon systématique aux 2 mois et non pas à des moments charnières fait en sorte que les résultats du dépistage ne sont pas nécessairement représentatifs complètement de l'état des proches. Puis le fait que notre étude soit limitée dans un seul milieu,
Évidemment, plusieurs milieux, on aurait eu des variations d'un milieu à l'autre, là, mais qui auraient amené d'autres biais potentiels. Mais il faut bien comprendre que l'IUCPQ est un milieu qui est déjà très sensibilisé là, au dépistage et tout ça. C'est un milieu assez innovateur en termes de suivi. Les patients se sentent très bien pris en charge et tout ça. Et les infirmières pivots ont été implantées dans ce milieu-là de façon précoce, je dirais, là, avant que ce soit généralisé dans tous les centres d'oncologie de la province. Alors, c'est sûr que ça nous rendait la tâche plus difficile pour trouver une différence. Puis, c'est pas exclu que même si on avait une infirmière spécifique pour l'intervention, qu'il y ait eu une certaine contamination de notre groupe témoin. Il y a au moins le niveau de préparation au rôle d'aidant qui tend à s'être amélioré là, avec l'intervention. L'autre chose qui est importante à retenir, c'est que la détresse qu'on avait comme mesure principale, il faut bien comprendre qu'il y a d'autres facteurs que l'accompagnement d'un proche malade qui peuvent jouer là-dessus. Il y a d'autres éléments. Puis d'ailleurs, ça, j'en parle pas maintenant parce que ça allongerait beaucoup trop, là, mais on a fait un genre d'étude parallèle là, où on a rajouté des mesures pour voir un peu les autres stresseurs que les aidants vivaient et leur stratégie d'adaptation face au stress. Là, et on se rend compte que les gens qui avaient une détresse beaucoup plus élevée, souvent vivaient d'autres choses en parallèle, que ce soit qu'ils accompagnaient quelqu'un d'autre en plus de leurs proches atteints de cancer du poumon, qui eux-mêmes avaient des problèmes de santé ou qu'ils avaient d'autres sources de stress. Alors, on peut se poser la question, est-ce que il faudrait pas penser à d'autres mesures que la détresse pour évaluer l'efficacité d'une intervention comme celle-là? Puis, ben, c'est sûr que la composante là, de transfert des informations aux médecins de famille est à revoir. Nous, on le faisait dans un but de collaboration interprofessionnelle, puis on se disait, les aidants sont des patients cachés, mais est-ce que c'est la responsabilité unique des équipes d'oncologie de prendre en charge la détresse des aidants, comme c'était une bonne façon de faire le pont avec la première ligne. Mais avec le contexte actuel, évidemment, quand on a commencé l'étude, c'est un peu avant que tous les problèmes liés là, à la première ligne, la loi 20 qui pèse sur les médecins de famille et tout. Là. Et donc, la pratique des médecins de famille a connu beaucoup de modifications, de pression à inscrire des patients, à grossir la prise en charge au cabinet, ce qui réduit probablement ce qui a pu influencer aussi, là, mais quoique il n'y a pas eu tant de transfert aux médecins de famille. Là. Et il faut bien se le dire, la collaboration entre les équipes d'oncologie puis les médecins de famille là, dans la communauté, elle n'est pas encore optimale. Il y a des mécanismes de communication qui devraient être développés, préciser les rôles de chacun et tout ça. Là. Alors, ça aiderait à ce qu'une composante de transfert comme ça au médecin de famille puisse jouer son rôle. Malgré tout ça, malgré le fait que l'intervention n'a pas été efficace, il faut bien retenir que les aidants ont quand même une détresse, il y a une bonne proportion d'aidants qui ont une détresse significative puis que ça demeure problématique, là, étant donné que c'est pas pris en compte là, dans le suivi là, des patients.
Et donc, il y aurait sûrement la détresse, en tout cas des aidants, demeure quelque chose, le dépistage de la détresse demeure quelque chose qui reste pertinent là, comme tel. Puis, dans cette étude-là, les besoins d'information, malgré le fait que les patients étaient bien entourés, ils manifestent encore quand même des besoins d'information qui sont pas comblés. Et si on pouvait, sans là, c'est sûr qu'avec des résultats comme ceux qu'on a, on va avoir de la difficulté à convaincre les équipes d'oncologie d'intégrer une infirmière spécifiquement pour le proche, mais s'il y avait possibilité, en tout cas, que quelqu'un de l'équipe puisse rencontrer le proche si besoin, là, sans que la personne malade soit là, ça pourrait être utile parce que c'est un des éléments qui était bien perçu là, par les aidants. Et je pense qu'il faut saisir toutes les occasions de vérifier auprès des aidants comment ils se sentent, s'ils ont besoin d'aide et tout ça. Il faut être un peu proactif parce qu'ils ont tendance à mettre leurs émotions de côté, à s'oublier. Et ce qu'on a vu, c'est que le fait qu'il parle à quelqu'un, c'était souvent suffisant. Ça nécessitait pas de références spécialisées. Alors, je pense qu'il faut sensibiliser les équipes à être attentifs aux besoins des aidants, même si eux ne les manifestent pas comme tels. Merci beaucoup de votre attention. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis très ouverte à répondre à vos questions. Merci, Michel, infiniment pour cette excellente conférence. Si tu as des questions, j'ai invité les gens à ouvrir leur micro et à les poser directement. J'ai une question sur le chat que je vais relayer par la suite. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On a une intervention de Philippe Carrizo qui dit « Merci pour cette présentation très intéressante. Par curiosité, pourriez-vous nous redire quelle approche qualitative a été utilisée pour l'analyse des entretiens? » L'analyse, quelle approche pour l'analyse qualitative? C'était une analyse, en fait, toutes les entrevues ont été enregistrées, puis on a ressorti, on n'avait pas de